Bien. Donc, juste un mot d'accueil hein, pour le LABEX urbain. Donc, merci Lucille, merci Serge et Caroline de bien vouloir animer cette séance qui est importante pour nous, l'ABEX Futur Urbain, parce que ça correspond à des sujets qui sont actuellement beaucoup discutés et pour lesquels le LABEX s'investit depuis un certain nombre d'années, non seulement à travers le groupe JEDI dont Serge va parler à l'instant, mais aussi dans d'autres groupes. Je pense à Pensée l'urbain par l'image, qui met la question du genre, notamment au cœur de ces réflexions. Donc, sans transition, je donne la parole à Serge pour introduire la séance. Merci beaucoup. Bonjour Loïc, bonjour Lucille, bonjour Caroline, bonjour à toutes et tous. Juste dire que Loïc, tu peux activer l'option muet. Tu peux mettre muet tous comme tu as. Mais tu es vaccinée, elle? Ah oui, parce qu'elle a eu un quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Jacques lui avait dit qu'elle pouvait le faire. Sabine, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Et sinon, Loïc, tu vas dans participants. Ouais. Et tu. Je ne sais plus où tu vas, mais. Mais je ne le retrouve pas. Bon, c'est bon pour Sabine. A priori, tout le monde super, peut y aller. merci. Bon, alors très rapidement, je ne vais pas faire perdre de temps et on va laisser très vite la parole à Lucille. Donc, merci de m'avoir associé à cette présentation. Je suis très content de découvrir les travaux de Lucille. Donc, Lucille est une ancienne élève de l'École normale supérieure de Paris. Et après un master d'urbanisme à l'Université Paris 1, elle s'est inscrite en thèse au Lab Urbain sous la direction de Claire Hancock sur les questions de genre dans les pratiques de l'urbanisme. Elle est donc participante également au groupe JEDI, qui est un des groupes transversaux du LABEX Futurs Urbains, donc Justice, Espace, Discrimination, Inégalité, même si cet acronyme fait un peu sourire. Voilà, ce sont les thématiques. Et donc, c'est un groupe qui travaille essentiellement sur les questions liées aux inégalités, aux vulnérabilités des différents groupes sociaux dans l'espace, essentiellement dans la ville, mais pas seulement. Et nous travaillons notamment sur des questions liées aux discriminations, qu'est-ce que je peux vous dire, au rapport de domination dans la ville, Enfin, écoutez, il y a beaucoup de thèmes. En tout cas, il y a eu un certain nombre de collaborations qui ont déjà été amorcées avec différents autres groupes ou instances ou laboratoires de recherche, à l'occasion notamment de l'organisation de colloques qui ont été un peu structurants pour le groupe. Par exemple, le colloque de géographie sociale qui s'est tenu à Caen avec les géographes de ESO, donc l'UMR de géographie sociale de l'ouest de la France, un colloque plus ancien sur les discriminations territoriales, co-organisé par Claire Hancock et Christine Lévrier et Fabrice Ripoll, et plus anciennement, un colloque sur les rapports sociaux de domination et la question de l'espace. Donc, toutes ces thématiques animent un groupe assez nombreux, où sont nombreux les doctorants et postdoctorants. Et il y a des espèces de sous-axes qui ont émergé avec le temps, notamment sur la question des mobilisations, et des mobilisations urbaines en particulier, ou encore des migrations, de la question de l'accueil des migrants dans les villes. Voilà, je vais être donc bref comme ça, si vous avez besoin qu'on précise d'autres choses plus tard. En tout cas, je te passe la parole, Lucille, et après, ce sera Caroline Galaise qui amorcera la discussion. Merci. Merci beaucoup, Loïc, merci Serge, et merci au LABEX pour l'invitation. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, a priori, ça va. Ok, super. Alors, je vais passer en écran partagé. J'aurai besoin de l'autorisation pour pouvoir partager ma présentation. Je le fais de ce pas. Donc, concrètement, là, je suis vraiment en fin de thèse. Hein. J'ai rendu mon manuscrit le 11 mars et je vais soutenir le 5 mai. Donc, voilà mon manuscrit, 578 pages. Et voilà, j'ai fait une petite couverture illustrée aussi pour le plaisir. Et donc, voilà, j'en suis assez contente. Je vais essayer de vous résumer, merci. Je vais essayer de vous résumer donc un peu les résultats de ce travail que j'ai commencé en 2015. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Vous voyez mon diaporama? Oui, super.
Alors, donc, je l'ai intitulé sobrement exactement comme ma thèse. J'allais le faire simple. Donc, vous vous doutez que depuis que j'ai rendu mon manuscrit il y a moins d'un mois, j'ai pris quelques vacances. Donc là, je m'y replonge enfin un petit peu. Et puis, je commence à réfléchir à qu'est-ce que je vais raconter pour la soutenance. Et donc, j'essaye un peu de trouver une nouvelle manière, je pense, de raconter l'histoire de ma recherche. Donc là, vous allez avoir droit à une sorte un peu d'hybridation entre le récit que j'ai l'habitude de donner jusqu'ici et puis les premières tentatives de rendre ça plus définitif, on va dire, qui intègre vraiment la dimension des résultats. Et voilà, enfin, je suis à la recherche un peu d'un nouveau récit de ce travail. Donc, vous allez être mes cobayes. Donc, déconstruire le genre des pensées, normes et pratiques de l'urbanisme, c'est un titre assez court pour cette thèse, mais bon, on en a essayé d'éteindre, évidemment. Je précise tout de suite qu'il s'agit de l'urbanisme français, mais à la fois contemporain et avec une dimension historique depuis un siècle. Et que j'entends l'urbanisme comme une activité enfin, j'entends l'urbanisme pas seulement en tant qu'activité de production des villes, mais vraiment comme, si je reprends la définition de Viviane Claude, pas seulement comme une technique ou une discipline, mais aussi comme un champ, le produit conjoint et souvent contradictoire de politiques publiques, de divers savoirs et savoir-faire, de connaissances et d'une série de professions ou plutôt de métiers. Et aucune de ces dimensions n'est autonome. Et moi, je vais même un petit peu plus loin que ça, je pense, dans ma définition, parce que l'outil conceptuel du genre que j'utilise, je pense, questionne la définition même de l'urbanisme tel qu'on l'entend dans le langage courant. Alors, comme le disait Serge, effectivement, j'ai fait cette thèse au Lab Urba, en participant surtout au début au groupe JEDI notamment. Et voilà, c'était un environnement très stimulant sur les questions d'inégalité en particulier. Alors, je vais commencer tout de suite par une définition de genre, parce que j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt habitués aux enjeux d'urbanisme, mais peut-être pas forcément à ceux du genre. Donc, je vais vous donner ma définition. Alors, c'est un peu un gros morceau, mais voilà, je vous donne la définition du genre que j'utilise. Donc, je l'entends comme un système de distribution binaire de rôles sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose de construit socialement, entre ce qui est féminin et masculin, ce qui est rattaché aux femmes ou aux hommes, et qui se base à la fois sur les critères biologiques et sur des critères sociaux, sur le sexe femelle-mâle. Alors, c'est un système qui naturalise les différences construites et qui hiérarchise ces valeurs considérées comme féminines ou masculines, et la hiérarchisation est en faveur d'une domination masculine et hétérosexuelle qu'on appelle le patriarcat. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les débats autour de cette définition, c'est vraiment tiré des ouvrages de chercheuses contemporaines ou un peu plus anciennes, en particulier Elsa Dorlin et Christine Delphi. C'est plutôt donc je vous donne ma définition de travail. Et donc, ce patriarcat, il s'applique dans tous les domaines humains, soit matériels ou symboliques, donc y compris l'urbanisme en tant qu'activité. Et ça entraîne des discriminations envers les femmes, envers les personnes d'orientation sexuelle minoritaire et celles qui ne correspondent pas aux normes de genre binaires, c'est-à-dire notamment les personnes intersexes ou les personnes transgenres. Bon, c'est une grosse définition, on pourra y revenir tout à l'heure, mais c'était au moins pour vous donner un peu des repères sur qu'est-ce que j'entends par ce terme. Qui est vraiment, en fait, l'outil conceptuel que j'utilise pour étudier l'urbanisme. Finalement, mon objet d'étude, c'est plus l'urbanisme que le genre. Mon constat de départ, c'était qu'en fait, ces 10 dernières années, en France, on a eu de plus en plus de projets d'urbanisme qui ont intégré explicitement les enjeux de genre. Alors, ça peut être sous différentes formes. Hein. Des fois, c'est avec le terme de genre en lui-même. Parfois, c'est en parlant d'égalité femmes-hommes ou de la place des femmes dans les espaces publics. Et une question que je me posais, c'est pourquoi cette temporalité-là, particulière à la France, sachant que pour mes travaux de master précédents, j'avais étudié des projets étrangers, en particulier un à Montréal qui datait des années 90. Et ensuite, pour mon M2, j'avais analysé la diffusion internationale de bonnes pratiques sur des projets d'urbanisme dédiés aux femmes.
Et donc, ce que je constatais, c'est qu'il y avait une sorte un peu de décalage entre la temporalité française, donc où on a vraiment vu émerger de manière mainstream, de plus en plus mainstream, on va dire, des projets où le genre était explicité depuis seulement une dizaine d'années, ce qui donnait un certain décalage par rapport à d'autres pays. Et bien souvent, on entendait dire que la France était en retard sur ce sujet, voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc, pourquoi cette temporalité et est-ce qu'il y avait des facteurs structurels qui pouvaient l'expliquer? Alors, bon, j'avais pas mal de pistes à suivre. Hein, le fait qu'il y a une diffusion internationale, puis nationale, puis locale de pratiques spécialisées sur le sujet, et notamment l'émergence de spécialistes du genre en urbanisme. Et ces actrices-là, qui sont très majoritairement des femmes, ont vraiment réussi à émerger avec de plus en plus de visibilité depuis 10 ou 15 ans en France. Il y a des cadres juridiques européens et nationaux de plus en plus incitatifs, voire contraignants. Alors, ça passe par le gender mainstreaming à l'échelle européenne, qui est l'incitation à transversaliser l'approche de genre dans toutes les politiques publiques, en se disant que c'est normal qu'il y ait une redistribution égalitaire des budgets, des moyens dans toutes les politiques publiques, et donc s'assurer qu'aucune politique publique, quelle que soit sa thématique, ne soit discriminante d'un point de vue du genre. Donc ça, c'est le gender mainstreaming. Et à l'échelle nationale, et depuis les années 2000, évidemment, on a eu de plus en plus de lois sur la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques, dans la politique, etc. Et notamment en 2014, il y a eu 2 lois assez importantes sur la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui a incité notamment certaines communes, municipalités d'une certaine taille, plus de 20 000 habitants, à tous les ans produire un diagnostic de leur politique genrée, en fait, et de l'impact de leur politique sur les femmes et les hommes, quel que soit le sujet. Et par ailleurs, dans la loi aussi de 2014 sur la politique de la ville, il y a des volets très explicites sur la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans ces politiques-là aussi. Donc, on voit quand même de plus en plus de volonté politique nationale, mais aussi locale, avec de plus en plus de municipalités qui se posent ce type de questions, qui invitent des chercheurs pour faire des recherches-actions, qui invitent les spécialistes à faire soit des conférences, des journées d'études, des formations en interne. Voilà, donc on sent quand même qu'il y a une vraie montée en puissance de ce sujet-là depuis une bonne dizaine d'années. Alors ça, c'est dû aussi au fait qu'il y a quand même une diffusion des idées féministes et en particulier des études de genre, même si ça reste assez ténu, hein, en particulier dans les formations d'urbanisme. Et donc, il y a quand même une évolution culturelle en termes de connaissances générales sur les approches féministes et les questions de genre. Donc, à la fois une évolution culturelle au sein de l'urbanisme, mais dans la société en général. Et je pense que tous les débats qu'on a eu ces dernières années sur MeToo, sur Nous Toutes, et puis tous les grands mouvements sociaux qui ont eu beaucoup de visibilité, notamment grâce aux réseaux sociaux, ça a quand même entretenu un débat de fond assez important sur toutes ces thématiques. Et voilà. Et une autre hypothèse que j'avais, c'était est-ce que, enfin en particulier, et donc je vais vous donner un peu plus de détails sur ce point-là, c'était est-ce que est-ce que les politiques de genre en urbanisme qu'on voit apparaître, c'est en partie lié au fait qu'il y aurait plus de personnes concernées. Alors moi, je définis ces personnes concernées comme des femmes ou des personnes féministes dans le milieu de l'urbanisme. Est-ce qu'il y aurait une masse critique, en fait, un peu qui serait apparue progressivement, enfin, qui se serait créée au fur et à mesure des décennies et qui expliquerait en partie qu'il y a une plus grande sensibilité à ce genre de thématiques aujourd'hui en France. Alors, juste pour vous donner les 2 études de cas contemporains que j'ai analysés et que j'ai suivis, et pour vous donner 2 exemples de projets d'urbanisme qui intègrent la question de genre, moi, j'ai suivi le projet des 7 places parisiennes, donc, qui a commencé en 2015 et qui a été plus ou moins fini en 2018-2019, et qui consistait dans le réaménagement de 7 grandes places publiques remarquables à Paris. Donc, vous voyez la carte à côté, il y avait Place de la Madeleine,
Panthéon, Italie, Bastille, Nation, Gambetta. Voilà. Et donc, dans ce projet-là, parmi de multiples autres thématiques, il y avait la question du genre, qui était très explicite dans l'appel d'offres, pour les équipes de maîtrise d'œuvre externe qui devaient animer la place et faire de l'urbanisme participatif, tactique, et qui devaient notamment analyser les usages de ces places-là et aider la mairie de Paris à choisir de nouveaux aménagements. Et donc, c'est le premier projet de cette envergure-là, avec quand même pas mal de millions d'euros en jeu, où l'appel d'offres pour les équipes de maîtrise d'œuvre externe demandait la présence d'un ou d'une spécialiste du genre dans l'équipe. Et il était aussi demandé de produire des diagnostics sensibles genrés des usages actuels et potentiels de ces places. Le deuxième projet que j'ai étudié, c'est un projet de rénovation urbaine égalitaire à Villiers-le-Bel, où notamment il y a eu un travail d'assistance à une maîtrise d'ouvrage par une association qui s'appelle Genre et Ville, qui fait partie des spécialistes françaises les plus connus sur le sujet, qui ont accompagné vraiment le travail de Villiers-le-Bel dans leur travail de rénovation urbaine, en fait, et tout leur travail avec le nouveau programme de rénovation urbaine dans les années 2015 et jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ça s'est vraiment étalé assez longuement. Donc, c'était pour vous donner deux exemples, les deux exemples contemporains que j'ai analysés. Moi, au départ, je me posais vraiment la question de quand on demande aux urbanistes de travailler sur ce sujet, qu'est-ce que ça change dans leur pratique quotidienne? Est-ce que ça remet des choses en question dans leurs habitudes? Et vous allez voir que mes questionnements se sont de plus en plus élargis. J'avais notamment l'hypothèse qu'il y avait une évolution démographique des milieux professionnels de l'urbanisme qui permettait d'expliquer en partie la temporalité d'apparition du sujet en France. Et c'était une hypothèse qui est inspirée par la chercheuse britannique Clara Grid, qui a fait une étude très similaire au début des années 90 en Grande-Bretagne, et qui disait que pour que les inégalités de genre soient prises en compte en urbanisme, il faut une masse critique de personnes concernées. Alors moi, je définis ça comme des femmes ou des personnes LGBT, par exemple, ou des personnes féministes, et notamment dans des postes décisionnels. Tout cela, ça implique qu'il y ait une masse critique de femmes, notamment, on peut surtout étudier les femmes quand on commence à regarder les statistiques. Évidemment, je n'ai pas des statistiques sur l'orientation sexuelle. Donc, le plus simple pour moi, ça a été de regarder l'évolution démographique genrée du milieu professionnel. Mais évidemment, en France, on n'a pas de données statistiques en fait, sur la démographie des urbanistes parce que c'est un métier flou, comme le dit Viviane Claude. On n'a pas d'ordre des urbanistes unifié, même s'il y a eu des tentatives. Et donc, contrairement au milieu des architectes ou des ingénieurs, en fait, il y a très peu d'analyse sociologique de l'évolution genrée de ce milieu professionnel. Ça n'existe pas. Et en plus, il y avait l'idée répandue que ce milieu est toujours majoritairement masculin aujourd'hui. Alors, moi, j'ai essayé de produire des chiffres sur ces sujets. Je me suis dit comment je peux m'y prendre. Et c'est là où, au lieu de faire juste une analyse de projets contemporains, je suis tombée dans le monde des archives historiques. Et ça m'a permis de développer toute une partie de ma thèse à laquelle je ne m'attendais pas du tout au départ. Je vais peut-être d'abord commencer par cette diapo-là. En fait, je me suis rendu compte que à la mairie, non, je vais reprendre l'ordre que j'avais prévu. Je me suis rendu compte qu'à la mairie de Paris, dans le service d'aménagement et des grands projets, celui qui gérait le projet de cette place, et en fait, regardez le détail. Les chefs de service, c'était trois femmes d'une petite soixantaine d'années. Et en fait, dans l'ensemble, le service était extrêmement mixte et il y avait quasiment la parité à l'intérieur même du service. Donc, en jaune, vous avez les hommes et en turquoise, les femmes. Quand il y a la couleur juste entourée, ce sont les fonctions support que j'ai quand même voulu faire apparaître parce que voilà, ce sont aussi des supports, des fonctions très importantes dans ce type de service et qui sont quand même très majoritairement féminines aussi. Par exemple, quand on a des chiffres sur le BTP et qui disent oui, on a de plus en plus de femmes dans ce milieu,
bon, ben, en fait, ils féminisent juste par le côté administratif. Et donc ça, souvent, ils se gardent bien de le dire. Donc, je trouvais ça quand même important d'essayer d'analyser plus finement par où la féminisation apparaissait. Et donc, bon, rapidement, hein, je me suis rendu compte, à ma plus grande surprise personnelle, que les 3 chefs de service étaient des femmes, soit architectes, soit ingénieurs. Et donc, elles avaient une 60aine d'années et potentiellement, elles avaient fait leurs études dans les années 70. Donc, voilà, ça m'a un peu mis sur la piste mais à partir de quand les femmes ont accédé à ces études supérieures qui les ont ensuite menées à des carrières d'urbanistes. Et puis, par ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de femmes ingénieurs dans ce service-là. Après, quand on regarde le détail, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, tous les postes qui sont individuels, où ce n'est pas vraiment du travail en équipe et qui sont vraiment des rôles d'expertise, très techniques sur la photo, le dessin, la gestion de la voie publique, ça reste des hommes quand même. Bon, je ne vais pas faire une analyse précise, mais voilà. En tout cas, pour moi, c'était vraiment une surprise de me dire qu'il y avait quasiment la parité dans ce service-là. Alors, bien sûr, c'est une étude de cas très petite, hein, et puis pas ce genre d'analyse à l'échelle nationale, mais bon, ça m'a quand même pas mal surpris. Donc, je me suis dit, mais d'où ça vient? Je suis allée voir à l'EIVP, hein, à l'École des ingénieurs de la ville de Paris, qui est à l'École d'urbanisme de Paris et au Lab Urba, et donc j'ai pu accéder à leurs effectifs étudiants depuis la création de l'école, en fait, en 1969. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de femmes dans cette école. Je n'ai pas repris l'analyse précise des statistiques, mais donc c'est 2 fois le même graphique, une fois en brut, une fois en cumulé et en pourcentage. Et je me suis rendu compte que les femmes étaient quand même apparues à partir des années 80 dans ce milieu de l'ingénierie municipale. Et qu'elles étaient quand même de plus en plus présentes vers la fin des années 90 et qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, depuis les années 2000, on a une part très importante de femmes dans cette école-là, notamment à partir des années 2000, et qui est largement plus importante que dans des écoles comme l'école des Ponts et Chaussées ou Polytechnique ou toutes les autres grandes écoles parisiennes prestigieuses. J'ai plein d'hypothèses sur pourquoi c'est comme ça, mais voilà, c'était une autre surprise dans les résultats. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, évidemment, c'est difficile de résumer tous les résultats que j'ai pu produire, sachant que j'ai fait un travail très similaire sur les effectifs étudiants de l'Institut d'urbanisme de Paris. Donc, depuis 1919, en fait, j'ai réussi à avoir d'assez grandes plages temporelles sur l'évolution démographique donc des années 20 aux années 70 en particulier, et j'ai pu comparer les filières. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, le diplôme d'urbanisme de l'école de l'Institut d'urbanisme a été extrêmement peu féminisé jusque dans les années 70, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de femmes, depuis un bon moment, plus de femmes dans les formations d'urbanisme qu'auparavant. Bon, je vous donne toutes ces informations, mais c'est difficile de faire un résumé vraiment général. En tout cas, voilà, des questions que je me suis posées. Et j'ai plein de thématiques que je vais exposer. Donc, j'ai une thèse un peu foisonnante dans toutes les directions parce que je me suis rendu compte que finalement, la question du genre, ça touchait vraiment tous les domaines de l'urbanisme. Progressivement, la question générale de ma thèse est devenue quelles sont les dimensions genrées de l'urbanisme et qu'est-ce qu'une relecture explicitement féministe et genrée des pensées, normes et pratiques de l'urbanisme nous apprend de celui-ci. Alors, voilà quelques résultats ou quelques réflexions. Pour ce qui concerne les pensées et théories de l'urbanisme, ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que ce qui est enseigné majoritairement, ce sont des grands penseurs, des hommes. Alors, je me suis amusée à traduire un jeu de mots de Clara Grid que je citais tout à l'heure qui parle de mainstream history ou south, donc la pensée dominante. Voilà, je me suis amusée à le traduire de cette façon. Donc, on a quand même encore une valorisation de toutes les pensées d'hommes, de grands hommes, des grands pères de l'urbanisme, alors qu'on a une invisibilisation des productions féministes et féminines
dans le domaine, elles ne sont souvent pas mises sur le même plan, en fait, alors que notamment, on a des réflexions féministes depuis les années 70 qui sont assez poussées, même en France. Et donc, je me suis intéressée à tout ce phénomène de l'agnottologie, c'est-à-dire l'entretien de l'ignorance de certaines choses, certains domaines de connaissances. Donc, je me suis rendu compte que vraiment, tout ce qui est culture féministe, culture genrée, explicitement genrée, était pas du tout valorisé dans les formations générales en urbanisme et qu'on ne connaissait pas collectivement tous ces apports. En fait. Pour ce qui est des normes au sein du milieu de l'urbanisme, je me suis demandé voilà, qui fait de l'urbanisme ou est considéré comme urbaniste, pour qui et quelles sont les valeurs genrées, tacites ou explicites qui sont utilisées. En fait, j'ai utilisé notamment les analyses de cas contemporains où le sujet du genre était explicité pour prendre ce moment comme un moment un peu de basculement où on demande à des urbanistes d'expliciter en fait leurs croyances ou leurs connaissances sur le genre. Je me suis dit, mais ce moment-là de switch un peu, ça révèle ce qui était la norme tacite auparavant et qui doit aujourd'hui être discuté en fait. Voilà, pour moi, c'était vraiment un moment de révélateur de certaines choses qui jusqu'ici étaient tout à fait normalisées, naturalisées, voire même naturalisées, oui, et qui n'étaient pas de l'ordre du penser, vraiment de l'explicité. Et malgré tout, j'ai gardé toute cette réflexion aussi sur les pratiques, donc quelles sont les conséquences de ces pensées énormes à la fois tacitement ou explicitement genrées sur les manières de faire de l'urbanisme et, en fin de compte, sur les productions spatiales. Alors, je vous ai mis un petit schéma qui résume pas mal de mes observations, où j'ai fait une sorte d'iceberg en me disant, quand on regarde l'urbanisme, qui est explicitement genré et facile à comprendre d'un point de vue de cette approche-là, c'est qu'effectivement, il y a des théories féministes de l'urbanisme qui sont souvent genrées, il y a des projets urbains genrés, notamment ceux dédiés aux femmes, ceux qui utilisent les marches exploratoires. L'urbanisme sécuritaire est souvent genré aussi. On a encore des ségrégations sexuées organisées. Alors, auparavant, ça pouvait être dans les écoles. On a encore des traces symboliques, école de filles, école de garçons. Aujourd'hui, on a encore tout ce qui est toilettes, vestiaires, dortoirs qui peuvent être ségrégés par sexe. C'est des choses qui existent encore largement. Transport en commun, dans certains pays, c'est quelque chose d'assez courant. Pour les lieux de culte aussi, ce sont des choses qui existent. Bon, vous allez me dire, ça, c'est plutôt de l'ordre de l'architecture. Mais quand on regarde de manière plus implicite, qu'est-ce qui est genré également dans la pensée de l'urbanisme, on se rend compte que souvent, ce qu'on pense neutre, la manière dont on pense la production d'espaces urbains, ce qui est pensé comme étant neutre, en fait, c'est également genré. Donc, l'urbanisme participatif, on se rend compte que selon la taille des projets, il y a des profils très genrés, ce qui est de l'ordre du très local, ça va être souvent avec beaucoup de participation féminine, alors que, par exemple, à des échelles stratégiques régionales, ça va être beaucoup plus masculin. On a aussi des ségrégations genrées dues aux usages, mais qui sont vraiment dans les usages, et ce n'est pas forcément lié à l'urbanisme uniquement. Malgré tout, dans les infrastructures sportives et de loisirs, on se rend compte qu'il y a des grosses inégalités d'usage. Dans les espaces publics également, notamment en fonction des questions de temporalité jour-nuit, dans les transports. Voilà, bon, il y a tous les domaines de l'urbanisme au final qui peuvent être lus sous un angle genré et on peut se rendre compte qu'il y a souvent des inégalités. Si je prends les dimensions symboliques des espaces urbains, noms de rues et équipements, encore aujourd'hui, on n'aurait à peu près que 2% des noms de rues en France qui portent des noms de personnes qui sont des femmes. Voilà, le traitement de l'art, des statues, ce n'est pas du tout égalitaire non plus en termes de représentation de grandes figures masculines ou féminines. Bon, je passe un peu le détail de ça parce que je pense que je suis déjà un petit peu longue, mais on pourra y revenir plus tôt. Et si je termine vraiment sur les grandes conclusions de ma thèse, bien sûr, je n'ai pas pu vous faire une démonstration très poussée, mais ce que j'en conclus, c'est que l'urbanisme est toujours genré, que ce soit explicite ou implicite, et donc c'est extrêmement intéressant pour moi de relire, de faire une relecture historique, notamment des grands penseurs classiques, Cerda, Lefebvre, enfin tous ces grands penseurs aussi sous cet angle.
l'ignorance de la place des femmes et des travaux féministes aujourd'hui, cette ignorance qu'on a encore aujourd'hui démasque certaines valeurs qui sont encore tacitement patriarcales dans les milieux de l'urbanisme, même s'il y a eu des évolutions assez importantes qui ont lieu depuis les années 70, notamment une forte féminisation du milieu professionnel. Par contre, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas insisté, mais je vais juste vous en parler en quelques mots. C'était que faire l'analyse de qui était urbaniste ou qui ne l'était pas en fonction du genre, et notamment quand j'ai fait des statistiques sur les formations, il y a un moment, je me suis dit, mais voilà, les femmes, elles étaient pendant de nombreuses décennies empêchées d'accéder à ces grandes formations, enfin à ces formations supérieures, parce que déjà avoir le baccalauréat dans les années 30 pour les filles, c'était extrêmement rare, par exemple, et c'était encore réservé à une élite. Évidemment, j'ai essayé aussi d'avoir une analyse un peu intersectionnelle, notamment d'un point de vue de la classe sociale. Mais quand je me suis dit, ben, je ne trouve pas la trace de femmes, beaucoup de femmes dans les archives urbanistiques. Et alors, si je fais l'inverse, si je fais la démarche inverse, c'est que je vais dans les archives féministes ou sur l'histoire des femmes et que je cherche de l'urbanisme, qu'est-ce qui va se passer? Et là, j'ai trouvé beaucoup de productions féminines, en fait, de femmes, de groupes de femmes, d'associations féminines dans les années 50, 60, 70, notamment une association qui s'appelle l'Union féminine civique et sociale, qui ont fait du lobbying, en fait, pendant toutes ces décennies-là pour que les femmes puissent donner leur avis dans les grands projets urbains, qui ont fait du lobbying auprès des municipalités, qui faisaient leurs propres études d'usage, questionnaires auprès des femmes, etc. Et il y a eu toute une connaissance associative, en fait, et qui s'est de plus en plus professionnalisée, qui a permis à des femmes de devenir un peu actrices du milieu de l'urbanisme. Et c'est pour ça que moi, je parle très peu de profession de l'urbanisme, enfin pas uniquement, en fait, de profession de l'urbanisme ou de métier de l'urbanisme, parce que je pense que l'activité d'urbanisme, c'est encore plus vaste que ça, et la regarder d'un point de vue genré, ça permet d'inclure des actrices qui ne rentraient pas dans les cases officielles de qui est urbaniste, parce qu'elles n'avaient pas de diplôme, qu'elles n'avaient pas accès à des carrières professionnelles, mais qui ont quand même essayé, avec les moyens qu'elles avaient en tant que femmes à l'époque, d'influencer sur certains choix d'urbanisme. Donc voilà, pour moi, regarder l'urbanisme sous cet angle-là, ça permet aussi de se dire, mais l'urbanisme, en termes d'actrices et d'acteurs, c'est plus vaste que la définition un peu restrictive qu'on peut en avoir comme étant juste un milieu professionnel, par exemple. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant d'interroger sous cet angle-là. Une autre conclusion, c'est que la montée de l'égalité de genre dans l'urbanisme, ça fait quand même partie de ces grandes évolutions paradigmatiques, au même titre que la prise en compte du développement durable, par exemple, ou de la participation citoyenne. En tout cas, pour moi, ce sont même potentiellement des grandes évolutions paradigmatiques qui sont parallèles, mais qui sont même potentiellement tressées les unes avec les autres et dont il est difficile de complètement séparer les dynamiques. Et voilà, et donc ça, c'est difficile à démontrer. Et voilà. Et mon dernier point, c'est que quand même, toutes ces connaissances féministes, alors je ne vous ai pas fait la liste de tout ce que j'ai pu trouver et qui existe et complètement ignoré par la plupart d'entre nous, c'est que ça mérite vraiment une certaine valorisation, une capitalisation. Et pour moi, c'est indispensable de les partager davantage dans les formations, notamment, pour qu'on ait tous une compréhension plus fine et complète de l'urbanisme en tant que pratique. Et voilà. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et voilà, je suis prête à discuter. Merci beaucoup, Lucie, pour cette présentation très intéressante et très concise. Je passe la parole à Caroline. Oui. Merci beaucoup. Merci Lucille pour ta présentation qui est effectivement très intéressante. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir accès en avant-première au manuscrit de thèse de Lucille et j'en suis vraiment très, très contente. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire dans sa totalité, mais je m'y suis vraiment, ça m'a beaucoup intéressée. Et je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Lucille, très modestement à la fin de ta conclusion. Pour moi, un des apports majeurs de ta thèse, c'est vraiment cette mise à jour de toutes ces connaissances qui existent, qui sont ignorées de la plupart, et je mets dans l'eau de la plupart, des personnes qui travaillent
dans le champ donc assez vaste de l'urbanisme. Et je trouve que c'est très intéressant parce que toute la première partie de ta thèse est vraiment passionnante et absolument incontournable. C'est justement de partir de ce constat déjà qu'il y avait des tas de choses qui existaient mais qui ont été invisibilisées, de repartir de ce constat d'invisibilisation pour finalement déplacer ton questionnement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, que ton questionnement, c'est reprécisé pour finalement t'intéresser sur cette question voilà, de l'invisibilisation et notamment surtout du rôle des urbanistes, des praticiens, des praticiennes de l'urbanisme dans dans la construction aussi de ces normes, de ces pensées de l'urbanisme et dans la manière dont elles pouvaient, comme tu le dis si bien, infuser, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc vraiment, toute cette partie déjà de mise à jour des sources, hein, de leur organisation aussi, parce que c'est un travail en soi extrêmement important, sera absolument vraiment incontournable et très, très utile pour les chercheurs et chercheuses et pour les doctorants et doctorantes aussi, mais plus largement pour les professionnels et pour les militantes et militants autour des questions de genre. Donc, je trouve aussi très intéressant le fait que tu rappelles, alors je ne sais plus, je pense que c'est dans cette première partie également, le fait qu'il n'existe finalement aucune théorie ou forme urbaine intrinsèquement et définitivement sexiste ou féministe. Donc, tu donnes quelques exemples au début de la thèse dans un des chapitres sur des approches qui se veulent prendre en compte ces questions de genre. Mais tu le fais au début de la thèse, c'est-à-dire pour montrer que ça n'est pas une fin en soi de la thèse que d'aller vers justement une espèce de production d'une doctrine spécifiquement féministe de l'urbanisme, mais c'est bien pour montrer que voilà, ça a déjà aussi été pensé, interrogé, et que finalement, même si évidemment certaines des intentions des concepteurs peuvent influencer un certain nombre d'usages, finalement, ces concepteurs, comment dire, ils ne contrôlent jamais totalement la réception de ce qu'ils produisent et effectivement, on peut avoir même un certain nombre d'aménagements qui se voudraient inclusifs, ouverts, et puis finalement, les usages qui font partie évidemment de la production de l'espace vont en faire autrement, c'est-à-dire produire autre chose qui sera éventuellement sexiste. Et tu montres aussi que par ailleurs, certaines conceptions qui sont sensibles à la question du genre peuvent aussi perpétuer des stéréotypes de genre, donc soit en essentialisant des qualités ou des compétences qui seraient spécifiquement féminines ou masculines, ou en refusant de dépasser l'appréhension binaire du genre. Donc, je trouve que ce faisant, tu n'écartes aucune complexité de ton sujet, de ton objet de recherche. Et que voilà, tu laisses de côté un certain nombre de choses pour te concentrer donc sur ce qui t'intéresse toi, qui est cette question des pratiques des urbanistes et de leurs évolutions vis-à-vis de recours aux approches genrées. Et pour ce faire, tu développes un concept qui me paraît très intéressant, celui de l'infusion des idées et des pratiques. Alors j'invite toutes celles et ceux que ça intéresse à lire, si vous ne l'avez déjà fait, un article que Lucile a publié en ligne dans la revue Urbanité, qui est intitulé « L'urbanisation d'approche genrée dans l'urbanisme parisien, métaphore d'une propagation aux échelles organisationnelles et individuelles », où tu développes justement cette notion de l'infusion, donc que tu opposes de manière, je trouve, très fine et intéressante à la question de la diffusion des bonnes pratiques, hein, qui est très utilisé dans le vocabulaire technique ou technocratique. Et donc, toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment de t'interroger sur la propagation de ces idées, de ces concepts, de ces pratiques d'un urbanisme genré au sein d'un milieu, donc à l'image d'un sachet de thé que l'on trempe dans une tasse d'eau.
Et donc, tu t'y intéresses à l'échelle organisationnelle et individuelle. Donc, il y a des tas de choses intéressantes, d'ailleurs, que je n'ai pas tout à fait terminé de lire. Alors, j'en arrive à mes questions parce que je crois qu'il ne faut pas que je prenne trop de temps non plus. Donc, justement, à propos de cette notion d'infusion, j'aimerais bien que tu nous en dises un tout petit peu plus sur les apports et les limites de cette notion, dans ce qu'elle arrive à saisir et ne pas saisir également. Donc, moi, j'avais envie de t'interroger sur la question notamment des temporalités que tu évoques, hein, bien entendu, dans la thèse. Du processus éventuel d'apprentissage, qui est une notion qu'on utilise dans d'autres cadres hein, que celui qui t'intéresse à toi, et de la pérennisation finalement d'un certain nombre de pratiques et du fait qu'on pourrait parler à un moment donné de constitution d'une culture genrée de l'urbanisme dans un certain milieu. Et en fait, moi, j'avais envie de te poser la question de qu'est-ce qui se passe finalement quand on sort de la période qui peut être, je ne sais pas, une période qui est celle de l'expérimentation, où on met sur l'agenda politique cette question et puis on lance une ou deux expérimentations, une ou deux, on va dire, un ou deux projets plus spécifiques sur ces questions-là. On fait venir des spécialistes et puis après, on retombe peut-être dans un temps ordinaire, plus ordinaire de la pratique et finalement, qu'est-ce qu'il en est de la pérennisation de ce qui s'est passé au moment de l'expérimentation, au moment où on a finalement peut-être retiré le sachet de thé de la tasse et on remet de l'eau, voilà. Bref, je poursuis la métaphore. L'autre question que j'avais envie de te poser, c'est celle de la réceptivité du milieu et des personnes aux approches genrées. Donc, tu évoquais notamment les difficultés, et je les ai évoquées aussi tout à l'heure, à sortir notamment d'une approche qui se limite aux enjeux, par exemple, de la lutte contre le sentiment d'insécurité ou de violence faite aux femmes et à poser beaucoup plus largement que ça la question du genre et notamment en y intégrant les discriminations de personnes qui appartiennent à des minorités de genre ou sexuelles. Et en fait, moi, je me demandais, bon, tu t'interroges sur la propagation d'idées dont une partie seulement commence à être institutionnalisée, donc notamment autour des questions d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les violences faites aux femmes, etc., mais dont une partie plus ou moins importante reste encore sujette à débat, voire à controverse. Finalement, on peut se dire que c'est interrogé sur... alors, c'est quasiment toujours le cas autour d'idées. Tu as évoqué, par exemple, l'idée le paradigme du développement durable. Il y a aussi beaucoup de débats, évidemment, autour de cette notion-là. Mais je dirais qu'autour du genre, il y a peut-être des choses encore plus aiguës. Et je me demandais, est-ce que tu avais réfléchi à la manière d'analyser ce processus finalement de propagation d'idées qui sont reçues différemment par les différentes personnes et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à partir de ces voix différentes, éventuellement discordantes au sein d'un milieu, on arrive malgré tout à s'entendre sur un accord ou quelque chose à minima qui fait qu'on peut avancer collectivement et agir collectivement sur ces idées. Voilà, puis j'avais une dernière question alors, dans la thèse, dans ce que j'ai lu, j'ai pas vu de choses beaucoup sur les associations féministes ou militantes, et en particulier celles qui œuvrent à l'échelle locale. Donc, je me demandais si tu les avais analysées, prises en compte dans ta réflexion, ou est-ce que tu les avais croisées dans tes travaux? Voilà, je ne serai pas plus longue, il y a déjà beaucoup de choses, mais tu n'es pas obligée de répondre à tout, bien entendu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Alors, effectivement,
Si je reprends sur l'idée de l'infusion, effectivement, j'avais écrit un article j'avais développé cette idée-là dans un article et je n'ai pas tant reprise que ça finalement dans la thèse parce que je n'avais pas envie de faire une redite au final. Et puis, je pense que j'avais montré justement un peu les limites de cette image dans l'article. Alors, ça ne me semblait pas forcément pertinent de la réutiliser beaucoup. Je l'utilise d'une manière ponctuelle dans la thèse. Mais c'est quand même une image, je pense, qui est intéressante, effectivement, pour dire, voilà, ça, c'est pas un travail qui se fait en 2 jours, en 1 mois, en 1 an. C'est un processus long. Et tout ce que j'ai pu observer à la mairie de Paris, ça a commencé déjà en 2014, en fait. Et on est en 2021 et je vois encore aujourd'hui une montée en puissance et de nouveaux services de la mairie de Paris qui commencent à s'intéresser au sujet. Donc, c'est vraiment un processus très lent. Et pour relier ça peut-être à la deuxième question sur l'histoire des voix discordantes, est-ce qu'on s'entend sur un accord? En fait, l'impression que j'ai, c'est qu'au départ, ça repose bien souvent sur quelques personnes clés, très motrices, qui ont beaucoup d'énergie. Et si notamment elles ont la chance de rentrer en lien avec un support politique important à ce moment-là. Et donc, c'est un peu une convergence de facteurs, en fait, à la fois des personnalités motrices et bien formées sur le sujet, un support politique important et une forme de réceptivité générale. Après, je ne dirais pas qu'il y a une culture homogène qui se crée rapidement sur le sujet, d'autant plus que, bon, il y a aussi beaucoup de mobilité dans ces milieux-là. Donc, les gens, ils restent quelques années dans un poste, ils bougent, ils sont remplacés par quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du sujet, il faut refaire des formations. En fait, c'est vraiment un peu un travail à sans cesse remettre sur la table, des formations à faire régulièrement. Voilà. Donc, est-ce que je constate que, par exemple, en 2021, on serait arrivé à un accord un peu plus collectif sur le sujet? Je ne crois pas, parce que vraiment, même au sein du SAGP, donc le service d'aménagement et grands projets dont je vous parlais, donc je les ai interrogés en 2016-2017. Encore aujourd'hui, ce n'est pas du tout forcément des réflexes qui sont dans tous les domaines. Et la question, c'est que maintenant, le sujet s'est quand même un peu étendu vers le service d'urbanisme, qui est plus le service qui fait du réglementaire, on va dire. Et là, le service d'urbanisme, c'est cette année, en 2021, qui commence à avoir des formations en interne sur le sujet. Donc, bon, après, la mairie de Paris, c'est quand même aussi une entité administrative très particulière, mammothesque. Donc, où la communication interne n'est pas des plus fluides, on va dire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de comparer ça avec des collectivités beaucoup plus petites, comme Villers-le-Bel, par exemple, où évidemment, les services sont bien plus restreints et tout le monde se connaît et c'est plus fluide. Et finalement, il y a beaucoup de communes en région parisienne, vraiment Gennevilliers, Champigny-sur-Marne, enfin, il y en a vraiment un certain nombre, où finalement, souvent, les projets sont plus rapides à mettre en place parce que c'est plus facile de former l'ensemble des services. Il y a des gens assez engagés aussi souvent. Et voilà. Après, sur la question de est-ce qu'on arrive à faire perdurer ça, à rendre ça, est-ce que ça commence à faire partie de la culture générale des urbanistes, on va dire presque. Il y a plusieurs profils, je pense, parce que les gens qui ont relativement jeunes dans l'urbanisme, qui ont peut-être eu une introduction ou quelques cours sur le genre dans leur formation initiale, sont souvent beaucoup plus réactifs sur le sujet. Et j'ai eu notamment un exemple d'un ingénieur assez jeune qui avait moins de 35 ans, qui travaillait sur la porte de Montreuil et qui était hyper ouvert sur le sujet et très, très proactif, on va dire, alors que c'était un homme, cisgenre, voilà, et qui n'était pas forcément dans un profil où on pourrait s'attendre à ce qu'il soit très réceptif. Mais finalement, j'ai croisé plusieurs hommes moins de 35 ans, on va dire, qui étaient très proactifs sur le sujet parce que c'était des choses où ils étaient sensibilisés. À l'inverse, les 3 femmes dont je parlais tout à l'heure, qui étaient à la direction du service de SAGP, qui sont des femmes qui ont fait toute leur carrière dans des milieux extrêmement masculins, qui ont dû s'imposer en tant que femmes, mais souvent en tant que femmes qui essayent de se faire oublier en tant que femmes.
parce qu'elles sont un peu des pionnières aussi dans un milieu hyper masculin, et donc elles veulent d'abord être reconnues en tant qu'architectes ou ingénieures et pas en tant que femmes. Elles étaient relativement beaucoup plus circonspectes en fait sur cette approche-là, et ce n'étaient pas des personnes qui étaient faciles à convaincre. Donc c'est là aussi, pour moi, c'est très important de dire, ok, je fais hypothèse que la masse critique de femmes, c'est très important, que les femmes sont plus sensibles de manière globale parce qu'elles se sentent directement concernées par des discriminations, mais rien n'est automatique en fait. C'est aussi des sensibilités individuelles qui sont très encadrées par notre expérience professionnelle, le milieu dans lequel on a grandi, évolué professionnellement. Donc voilà, pour moi, c'était tout aussi important de faire une analyse constructiviste de l'approche de genre aussi dans mon analyse, et pas de dire, ok, et puis s'il y a des femmes, ça y est, c'est bon, pas du tout, en fait, ça ne marche absolument pas comme ça. Voilà, donc effectivement, il y a l'enjeu de l'intemporalité. Pour moi, c'est un phénomène long, et il faut savoir que quand on commence un projet, il y a une petite expérimentation, mais il faut que ça monte en puissance si on veut que ça perdure, en fait. Et c'est ce qui se passe à la mairie de Paris, et moi, j'en suis agréablement surprise dans un sens. En 2014, il y a eu un début de réflexion en interne. Ensuite, il y a eu ce projet-là, particulièrement de cette place qui a eu de la visibilité. Ça a permis aux services internes de voir ce que faisaient les spécialistes externes et de s'en inspirer. Bon, ça a des atouts et des inconvénients, hein, parce qu'ils se reposaient aussi beaucoup sur l'extérieur en ne remettant pas forcément assez en question eux-mêmes et elles-mêmes. Mais aujourd'hui, en 2020-2021, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est qu'il y a plusieurs appels d'offres de la mairie de Paris qui sont non plus sur des projets précis, mais sur les politiques transversales d'urbanisme, notamment la concertation, les études d'impact environnemental et la révision du plan local d'urbanisme, qui ont toutes les trois intégré l'enjeu du genre, explicitement dans les appels d'offres de ces derniers mois. Ce qui est quand même assez extraordinaire d'un point de vue français, je pense que c'est totalement inédit. Donc, on ne peut que constater qu'actuellement, la mairie de Paris, ça continue de monter en puissance, et c'est un phénomène à continuer d'observer sur le temps long, je pense. Voilà. Et pour revenir sur la question des associations féministes, alors j'ai un chapitre qui est dédié aux spécialistes du genre en urbanisme, et notamment les différentes structures. Je fais à la fois les portraits des structures et les portraits individuels des spécialistes. Mais je ne suis pas revenue sur, disons, le mouvement social général de développement d'associations féministes comme Stop Harcèlement de rue ou ce genre de... Bon, j'ai fait mention en introduction, mais pour moi, c'est plus un environnement, un cadre général qui fait que, ah bah oui, peut-être les urbanistes qui n'ont jamais entendu parler du sujet, ils ont quand même lu un article sur le harcèlement de rue. Donc, ça évoque de plus en plus des choses à leurs oreilles. Mais voilà, non, je n'ai pas fait un portrait des associations féministes actuelles, et je me suis focalisée quand même sur... J'avais déjà pas mal de choses à présenter, donc ouais, vraiment sur les spécialistes. En tout cas, je pense que j'offre un panorama assez complet aujourd'hui, à l'instant T, de ces spécialistes. Voilà. Ok, merci. On a commencé avec 10 minutes de retard, donc on peut les prendre sans problème. Aller jusqu'à 14h10. Donc, s'il y a d'autres questions, peut-être assez courtes, vous pouvez les poser si vous le souhaitez. Moi, j'en avais une qui était relative en fait à la mention de l'union féminine, civique et sociale. Donc, ça m'a vraiment beaucoup intéressé parce que ça pose la question de la construction de l'invisibilité en fait. Ce qui est très étonnant, c'est que l'union féminine, civique et sociale, c'est parfaitement connu des historiens qui font de l'histoire des femmes. En fait, c'est une association qui est dans tous les bouquins et qui est bien connue, qui est bien connue aussi de l'histoire urbaine du début des grands ensembles, c'est-à-dire du moment en fait où justement il y a tout ce travail d'enquête, de questionnaire qui circule. C'est la période finalement d'avant Lefebvre. C'est la période aussi bien avant en fait mai 68, la création du MLF et tout ça. Donc ça c'est intéressant, mais ce que vous apportez de vraiment neuf, c'est que personne n'avait, enfin je pense jusqu'à vous, songé à faire le rapprochement avec l'urbanisme, c'est-à-dire que l'invisibilisation, elle est aussi construite par les disciplines et la manière dont en fait elle classe un certain nombre de ressources, de corpus d'archives dans telle ou telle case.
Donc, c'est soit dans l'histoire de la maternité, et on ne va pas forcément faire la relation avec la ville. La question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas que l'histoire de l'architecture est un petit peu en avance quand même sur l'histoire de l'urbanisme de ce point de vue-là, et si depuis quand même une dizaine d'années, un certain nombre de travaux ont été faits pour réhabiliter des femmes architectes contemporaines, des grandes figures des années 20, 30, 50, etc. Et qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup mieux connues, ce qui permet peut-être à nos collègues femmes des écoles d'architecture de mieux affirmer aussi la nécessité de prendre la totalité du spectre en considération. Oui, tout à fait, absolument. Je pense que c'est dû à une différence fondamentale entre l'urbanisme, la culture de l'urbanisme et la culture de l'architecture. C'est que l'architecture a quand même cette construction de l'architecte comme un peu un héros individuel, une personnalité. Et donc, dans un sens, ça a beaucoup effacé les femmes, historiquement. Mais aujourd'hui, comme ils ont quand même cette habitude de faire des portraits, des monographies sur le travail d'une personne, et ben, ça permet de mettre en valeur des figures féminines, en fait. Alors, ce qu'on arrive à en retrouver dans les archives, hein, c'est pas gagné, notamment avec les questions de changement de nom de famille et lors des mariages, etc. Il y a beaucoup de problèmes techniques, mais oui, clairement, il y a une avance là-dessus. Et c'est dû, je pense, à cette culture de la valorisation de figures individuelles, que nous n'avons pas en urbanisme, puisque l'urbanisme est quand même censé être une pratique collective, publique, du travail en équipe. Même si on a des pères de l'urbanisme, alors j'ai vu quelqu'un qui avait dit les grands-pères de l'urbanisme, alors je n'ai pas du tout fait exprès de dire ça comme ça, mais je vais le noter. Les pères de l'urbanisme, on a quelques grandes figures, mais ce n'est pas du tout aussi poussé cette habitude de valoriser des personnes individuelles en architecture. Et donc, oui, je pense qu'il y a un décalage thématique à cause de ça en particulier. Alors, juste pour revenir sur l'UFCS, je ne suis pas la première à y avoir pensé parce qu'il y a un historien qui a fait une thèse sur Lyon et sur la place des catholiques dans la production urbaine lyonnaise dans les 30 Glorieuses, quelque chose comme ça. Je vais retrouver la référence. C'est Olivier Châtelain. Oui, ça doit être ça, exactement. Qui, lui, a consacré quand même une petite partie à l'UFCS. Mais j'avoue que j'ai trouvé ça un peu en plein milieu de mon travail. Ça doit être Châtelain, mais alors je ne retrouve pas. Mais bon. Donc, si, voilà, il est là, Châtelain. Effectivement, 2009. Donc, il en avait un petit peu parlé, mais c'était à l'échelle de Lyon. Et moi, du coup, j'ai pu regarder à l'échelle nationale, en fait, et notamment grâce aux archives de la bibliothèque Marguerite Durand, qui est une bibliothèque spécialisée à Paris sur l'histoire des femmes et du féminisme. Et je suis aussi allée voir, en fait, toutes les archives de l'UFCS qui sont déposées au Centre d'archives féministes d'Angers. Donc, il y a énormément de documentation et notamment de la section urbanisme. Et c'est extrêmement riche. Et là, on pourrait faire une thèse entière sur l'urbanisme et l'UFCS. Donc, si vous cherchez des idées, allez-y. Moi, j'ai fait qu'un bout de chapitre dessus, mais pas du tout expliqué. Très bien. Il y a d'autres questions. Il y a une question dans le chat de Sherazade. Je ne sais pas si vous la voyez, Lucille. Oui. Je vais peut-être lire la question, excusez-moi. La question des processus de propagation d'idées me fait penser aux travaux du psychologue Carl Dweck qui s'intéresse au processus de prise de décision autour de la construction du sens dans les organisations, sense making. Ça peut être vous intéresser, sociologie des organisations. Ok, oui, bah, c'est vrai que c'était une des limites quand même de mon travail, c'est que je ne suis pas sociologue, ni des professions, ni des organisations, et j'ai vraiment bricolé avec tout un tas de sources et d'inspiration. Mais ouais, je suis sûre qu'il y aurait beaucoup à dire, effectivement, avec d'autres auteurs sur cette décision. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points d'intervention? Oui, bonjour à tout le monde. Peut-être juste pour Lucille, je peux vous envoyer en fait des références si ça vous intéresse. Voilà, donc à tout hasard, même si on est dans le champ des sciences de gestion et plutôt de la sociologie des organisations, ça peut peut-être faire écho
voilà, à cette idée de processus de propagation d'idées, mais vraiment autour de la construction du sens. Et c'est un petit peu la particularité des travaux de Weig qui s'intéressent non pas aux organisations en tant que telles, mais plus au processus au sein de l'organisation pour fédérer autour d'un sens commun, notamment sur des questions qui traitent de problématiques organisationnelles. Donc, Ok, oui, bah, avec plaisir. Merci beaucoup. merci pour votre belle présentation. Merci, c'est gentil. Et donc, oui, la thèse sera sur thèse.fr quand elle sera corrigée et mise en ligne. Il n'y a pas de raison. Okay. Bien, ben, on va la lire avec beaucoup d'intérêt. Ça nous a donné en tout cas vraiment envie de la lire. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose qu'on en arrête là. Ok. Donc le prochain déjeuner aura lieu le mardi 11 mai autour du groupe V3T, hein, Ville, Transport, Tourisme, Territoire. Et il aura lieu autour de Marion Philippe, qui est, elle, une jeune docteur en histoire des STAPS. Et il portera en fait sur les espaces de loisirs. Voilà. Donc, on vous redonnera les informations par le même canal. Un très grand merci, Lucille, de votre présentation. Et puis, bon courage pour la soutenance qui va venir bien vite. Oui. Merci à Serge et puis à Caroline d'avoir introduit ce déjeuner. Et puis donc, merci à vous deux. Bravo. Ouais, c'était très intéressant. Merci, à très bientôt. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.